Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Cédric Roquetin, CEO de Fitness Academy et passionné par le business du fitness. Son ambition, aider les patrons de clubs à vivre de leur passion, gagner plus d'argent tout en travaillant le moins possible. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Cédric, du métier indispensable de sales pour nos business, le concept de la franchise, de comment augmenter ses prix, de manipulation bienveillante, de sa vision du fitness et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Cédric Roquetin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Cédric Roquetin. Salut Cédric. Salut Andy. Alors, ce que je te disais en off, on ne se connaît pas. J'ai malheureusement pas eu la chance de te rencontrer, du fait aussi avec les événements qu'on a eu, Covid ou autres, qui ont impacté un petit peu les rencontres physiques. Mais en tout cas, je regarde, on va dire, ce que tu fais depuis pas mal de temps et je trouve ça vraiment intéressant, le fait que tu puisses partager aujourd'hui, et tu vas, je pense, nous l'expliquer. Tu accompagnes les dirigeants du coup dans le développement de leur business, mais je pense que tu es avant tout aussi un patron de club. Donc, est-ce que déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Avec plaisir. Alors, oui, j'étais patron de club. C'est terminé depuis le mois d'avril, à vrai dire, puisque j'ai revendu mes deux clubs pour me concentrer sur mes projets d'accompagnement de dirigeants de clubs de sport, que ce soit au niveau du digital ou de la formation. Je vais revenir dessus. Mais voilà, en tout cas, un passionné du business du fitness, puisque c'est le nom de ton podcast et c'est vraiment ça. Et je ne suis pas du tout coach à la base, comme mon corps l'indique. Tu vois, tu vois que ma tête là, mais je ne suis pas coach. En revanche, j'ai la prétention de croire que j'arrive à faire tourner des clubs pas trop mal. Et mon ambition dans la vie, c'est d'aider les dirigeants de clubs à vivre de leur passion, vivre de leur club, gagner plein d'argent avec, tout en y travaillant plus du tout, enfin en tout cas le moins possible. Ok. Et du coup, si on fait un flashback, on revient un petit peu en arrière, comment tu es arrivé dans le marché du fitness? C'est arrivé comment? Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. À la base, moi, je suis juriste en droit européen des affaires. Donc, tu vois, rien à voir. Okay. Ensuite, j'ai monté des franchises Jeff de Bruges, les chocolats. Ok. Tu vois, et là, pour le coup, j'ai un corps qui est plus en rapport avec ces franchises-là. Non, ça va. Et franchement, en ce moment, ça va mieux, Andy. Tu vois, je fais au sport, je suis obligé. Tous mes clients me disent non, Cédric, tu ne peux pas faire ça. Donc, non, alors, des franchises Jeff de Bruges. Et puis, en fait, assez rapidement, je deviens le premier franchisé Jeff de Bruges au monde en vente aux collectivités, avec beaucoup de chiffre d'affaires. Mais si tu veux, loin du métier du boutiquier Jeff de Bruges qui fait des petits nœuds sur ses boîtes, qui est rempli de chocolat. Moi, j'étais plutôt derrière un ordinateur à faire du marketing tout court et du marketing digital. Et j'ai amené des nouvelles façons de vendre dans cette industrie qui sont un peu reprises aujourd'hui. Voilà. Et puis, je croise un ami qui me parle du fitness. Je suivais ça depuis longtemps, de loin. Entre-temps, j'ai monté des magasins de fleurs, j'ai été hypnothérapeute, je me suis baladé, je me suis amusé. Et j'ai monté, avant de me lancer dans le fitness, j'ai monté plus d'une dizaine de boîtes. Okay. Donc le Cédric tout petit, c'était quelqu'un qui voulait être entrepreneur? Tu avais déjà cette fibre-là? Ouais, en fait, ça, c'est un passage que j'ai tenu à mettre dans mon livre. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Fitness, Argent, Succès. Je parle de la blessure fondamentale. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tous les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs à succès, ont une sorte de blessure. Et c'est leur moteur. C'est-à-dire que c'est ce bobo qu'ils ont eu à un moment donné dans la vie qui fait que ils ont la dalle et ils ont envie d'y aller.
Et donc, moi, je me rappelle très bien de ce moment. Alors, je vous invite à aller le voir dans le livre, mais je le décris assez bien. À 12 ans, j'ai déclaré que je serais entrepreneur et je me rappelle très bien, c'était le jour de mon anniversaire, et j'ai dit à toute ma famille que je serais un entrepreneur riche. C'était important pour moi à ce moment-là. Ok. Je viens Et d'un donc, milieu quelles ont été les actions du coup? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup à l'âge de 12 ans pour justement atteindre cet objectif-là? Alors moi, mon premier business, je l'ai monté à 9 ans, en fait. Et je l'ai monté, c'est vrai, j'avais une salariée, c'était ma cousine, et j'avais un produit, j'allais vendre du gui et du hou à Noël, pas plus qu'au voisinage, hein, j'allais très très loin. Et je me rappelle que alors j'avais un argumentaire de vente, j'avais tout construit, j'avais tout écrit. Et je vendais ça à des voisins, des voisines qui trouvaient ça mignon de voir un gosse de 9 ans se balader avec son gui, son hou à Noël. J'avais remarqué en fait, si tu veux, ma famille vient des Ardennes, et dans les Ardennes, c'était ultra fréquent de voir les gens qui mettaient du gui pour s'embrasser dessous à Nouvel An, mettre du hou à Noël. Et vers chez nous, il n'y en avait pas à ce moment-là. Tu avais déjà vu une opportunité de marché, quoi. Et j'avais vu une opportunité de marché. Voilà. Et donc après, je suis allé découper mon truc, je suis allé le vendre. Et je faisais plus d'argent que mon père en fin de carrière, quasiment, à ce moment-là. Alors évidemment que sur quelques Sur semaines, un laps de temps court, oui. Ouais. ouais, mais après l'école, le week-end, enfin, j'y allais tout le temps. Et puis, tu vois, à 14 ans, j'étais commis sur les marchés. Et je me suis fait virer au bout de quelques jours parce que c'était la mère de mon meilleur ami de l'époque qui m'avait embauché. Et elle m'a dit, t'es gentil, t'es costaud, je t'aime bien, mais je ne peux pas te garder, t'es trop nul en vente. La vente, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu ne sauras jamais vendre, désolé mon chéri, et elle m'a viré. Et Ok. alors là, c'était une catastrophe pour moi. Et des années plus tard, j'ai eu l'occasion de vendre. Effectivement, j'étais toujours aussi nul. Et j'ai rencontré une personne, tu vois, j'avais 18 ans, un truc comme ça. Tu sais, c'était les jobs d'été, 17 ans, 18 ans. Et j'ai rencontré une personne qui m'a montré comment vendre. Et donc, j'ai appris avec cette personne. J'ai eu la prétention c'était chez Photoservice, et je suis devenu le meilleur vendeur national. À l'époque, il y avait beaucoup de boutiques. Donc, super fier. Et je me suis rendu compte que ce que m'avait dit cette brave Rosie, donc la maman de mon pote, c'était faux. On peut, on peut combattre sa nature et on peut devenir un bon vendeur alors qu'à la base, on n'est pas fait pour. Voilà. Qu'est-ce que tu avais compris du coup à cette époque-là sur la vente alors? Quelles sont les choses importantes? Alors déjà, sur la vente, là j'avais parlé plutôt du marché, parce que tout à l'heure tu m'as dit, tu as trouvé un marché, une opportunité. Bah, oui, déjà, il faut répondre à un besoin, ça c'est une certitude. Et j'ai compris qu'il fallait qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui savait jouer avec les émotions des gens. Alors là, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont dire, oh là là, mais c'est quoi ce manipulateur? Tu sais que moi, quand j'embauche du monde, quand j'embauche des commerciaux, pardon, une des questions que je leur pose, c'est est-ce que vous êtes manipulateur? S'ils me répondent non, 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 pas du tout, bon, je creuse un peu, hein, mais s'ils continuent à me dire qu'ils ne sont pas manipulateurs, je ne les embauche pas. S'ils sont manipulateurs, mais que tu vois qu'ils le font à bon escient, je les embauche. C'est un peu comme un couteau qui est un outil qui peut tuer quelqu'un, mais qui peut aussi te libérer de tes liens, tu vois ce que je veux dire. Et c'est juste l'intention et ce que tu en fais qui compte. Si tu te sers des émotions des autres et de techniques d'influence pour rendre le monde meilleur et pour apporter quelque chose de beau aux gens, bah, je pense que ce qui est moche, c'est de ne pas s'en servir en fait. Mm-hmm. Voilà. Il y a un super bouquin que tu connais sans doute, qui est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui explique, et effectivement, comme tu dis, on peut se servir de ces choses-là, soit de manière vraiment néfaste, soit de manière très positive, quoi. Ouais, c'est un de mes livres de chevet. Ben, en fait, pour moi, les commerciaux doivent vendre avec l'émotion, sinon c'est juste des affiches. Tu vois, quelqu'un qui te dit je suis ouvert de 6h à 23h, j'ai des coachs, j'ai du super matériel de marque Technogym, tout ça, on s'en fout en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui fera vendre. Et tu vois, à l'époque, quand j'avais 14 ans et que je me suis planté, et ben justement, je n'avais pas pigé ça et j'étais une affiche. Et puis, à 18 ans, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que non, ce qui va faire vendre, enfin, ce qui va faire acheter quoi que ce soit à quelqu'un, c'est l'émotion.
Et voilà. Puis après, bon, évidemment, j'ai suivi des dizaines de formations, lu des centaines de livres comme toi, je présume, et j'ai fait mentir Rosie. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris? Alors, pourquoi tu t'es lancé dans la franchise et qu'est-ce que tu as appris de toutes ces années en dehors du fitness, du coup, pour démarrer ensuite dans le fitness? Ouais, alors la franchise, elle présente l'intérêt. Moi, je me suis lancé, j'avais 23 ans, tu vois. Mon premier business, c'était après mes études. J'ai fait 8 mois en tant que juriste. J'ai pété un câble parce que c'était chiant et que j'avais besoin d'une aventure humaine, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que... Parfois, je vois des gens qui me disent, moi, j'en peux plus du personnel, mais je ne les comprends pas. C'est-à-dire que... Enfin, je ne les comprends pas. Si, bien sûr, je les comprends. Je sais que c'est très dur, mais c'est aussi ce qu'il y a le plus passionnant dans la vie, l'humain, quoi. C'est-à-dire que moi, j'adore mes équipes. Ou alors, si je ne les aime pas, je m'en sépare. Tu vois, enfin, je m'entoure que de gens que j'adore et je veux vivre une aventure humaine avec ces personnes. Et bon, et du coup, j'étais en train de te parler plutôt de la franchise. Tu vas voir, je vais souvent digresser parce que je suis un grand bavard. Mais Ceci. la, la franchise, si tu veux, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas encore faire grand-chose, tu as 23 ans, tu sors d'une fac de droit, la communication, tu ne te poses pas la question. Le positionnement de ta marque, l'image de marque, la conception du produit, tout ça, on s'en fout et tu vas même apprendre petit à petit. Un peu comme dans le fitness, quand tu es coach, tu es un super technicien, ou pas d'ailleurs, il y en a qui ne sont même pas très bons, et puis qui se disent, j'ai envie de monter mon business parce que j'en ai marre j'en ai marre de demander la permission à mon patron pour prendre des vacances. J'en ai marre de demander une augmentation. J'en ai marre qu'on me parle mal. Tous les patrons parlent pas mal. Hein. Et puis surtout, je mérite mieux en fait. C'est-à-dire que j'ai une vraie expertise et je mérite de monter mon propre business. Sauf que, on va en parler après sûrement, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Souvent, les coachs qui n'étaient pas faits ou qui ne sont pas encore prêts à être entrepreneurs, à être des vrais chefs d'entreprise, sont souvent, ils étaient pourtant de bons coachs, mais ils deviennent des entrepreneurs médiocres. Et l'avantage de la franchise, c'est que ça va gommer toutes ces imperfections parce qu'on ne te demande pas de réfléchir, on ne te demande pas de créer, on te demande juste d'investir, de croire en toi, on te demande une force de travail. D'appliquer les process, je suppose. Appliquer les process. Il y a un transfert de savoir-faire, c'est même la première chose qui caractérise un contrat de franchise. Et donc, le savoir-faire, ce n'est pas le tien, c'est celui qu'on t'inculque. Et donc, c'est ultra pratique pour démarrer, on ne va pas se mentir. Hein. Après, il y a des inconvénients, tu vois, justement. C'est-à-dire que quand tu as envie d'une aventure humaine et que tu as envie de laisser ta patte, quand tu as envie Moi, quand je vois les franchises, par exemple, du fitness, puisque c'est ce qui nous intéresse là, je vois plein d'erreurs. Là aujourd'hui, je vois plein d'erreurs dans le développement de certaines franchises. La première, c'est qu'elles n'accompagnent pas justement leurs franchisés comme elles devraient le faire. Et puis ensuite, elles font des erreurs stratégiques au niveau du mix produit, du positionnement tarifaire, de l'image de marque, de la com. Elles font plein d'erreurs. Et donc, il y en a plein qui quittent les franchises pour se lancer en tant qu'indépendant. Tu vois. Et c'est parfois là que j'interviens. Parce qu'en fait, ils sont passés souvent de coach ou d'investisseurs, mais qui n'étaient pas entrepreneurs, à franchisés. Souvent, ce franchisé a été laissé pour compte, a été abandonné par son réseau de franchise. Il y a des franchises qui sont meilleures que d'autres, je pourrais y revenir si tu veux, j'ai des noms. Et puis, et puis après, ils deviennent entrepreneurs libres, mais perdus. Tu vois. Oui. Et c'est là qu'on va intervenir. Excellent, excellent. Et toi, il me semble que tu es arrivé donc dans le fitness avec Fitness Park. C'était ta première expérience, c'est ça? Ouais, tu vois, en fait, j'ai reconduit l'expérience de la franchise avec Fitness Park. Fitness Park qui fait partie aujourd'hui, justement, puisque je te disais que je t'avais donné des noms, des franchises qui accompagnent plutôt bien leurs candidats et leurs franchisés. Pareil, hein, il y a des défauts comme dans tous les réseaux. Mais quand moi j'ai signé en 2015 avec eux, c'était nul. C'est-à-dire que la communication, ce n'était pas la même direction. Hein.
Mais la communication, c'était jaune et bleu, copié de McFit, avec comme logo une patate qui souriait, qui disait « j'ai la patate ». Tu vois. Bon. Il y avait un prix, mais il n'y avait pas de concurrence encore à l'époque. Il n'y avait pas de Basic Fit, il n'y avait pas tout ça. Bon. Et puis, il y a un franchisé de talent, hein, un mec plutôt brillant, très brillant même, qui s'appelle Philippe Herbette, qui a fait une proposition de rachat de la franchise qui, à l'époque, était toute petite et qui est devenu le PDG du groupe Moving, donc, qui gère la marque Fitness Park. Et en fait, il a embauché des personnes et ils se sont staffés. Ils ont levé beaucoup d'argent et ils ont transformé le réseau de l'époque qui était naze en un super réseau aujourd'hui qui marche très bien et qui arrive à tenir tête à Basic Fit, tu vois. Ce qui est pas Qu'est-ce qui a fait que toi, qu'est-ce qui t'a séduit dans le fitness du coup en 2015? Alors, je vais être très très sincère avec toi, la rentabilité. Rentabilité, ok. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose, moi, comme je te dis, j'avais, pour ainsi dire, jamais mis les pieds dans une salle de sport, mais j'étais dans les affaires depuis que j'avais 23 ans. Donc, voilà, je te laisse calculer, mais ça fait 12 ans. J'avais 12 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise et ça marchait. Tout ce que je montais marchait pas trop mal. Et puis le fitness. Si tu me permets, je te fais un rapide historique de ce qui s'est produit. Oui, vas-y, avec grand plaisir. Ouais. Eh ben, je suis arrivé, moi j'étais convaincu qu'il suffisait de louer des locaux, donc des gros locaux, pour faire un gros low cost, et puis de mettre plein de machines dedans, et puis que des gens, et puis de mettre un prix, tu vois, 29,95, ce qui n'a pas changé d'ailleurs, c'est une erreur, mais on va en reparler. Et puis qu'il y allait y avoir des milliers de personnes qui allaient se battre pour me donner leur argent. Alors c'est vrai, ça a fonctionné un peu comme ça au début. Et puis un jour, il y a un gros réseau Orange qui est arrivé en France, pas longtemps après, et qui a fait un peu comme McDo avec Quick, dès qu'il y a un Quick qui s'installe, McDo, on met 3 autour. Bon, bah là, c'est pareil. Tu as un fitness park, tu peux être sûr que dans très peu de temps, tu vas avoir trois basiques autour. Et parce qu'en fait, on avait une clientèle qui était très proche à l'époque. C'est encore un peu le cas, mais beaucoup moins parce que ça a été repositionné. Tu sais, aujourd'hui, on va chercher les performeurs, on est dans l'élite sportive, se dépasser, se surpasser. Enfin, on ne cible plus avant. Avant, le slogan, c'était le sport pour tous. Ouais. Et aujourd'hui, c'est Basic qui a repris ce slogan qui s'appelle le sport pour tous. Parce qu'avant, c'était nous les moins chers. Quand je dis nous, Fitness Park. Après, maintenant, c'est Basic Fit. Et comme Dan Kennedy le dit, il n'y a aucun intérêt à être le deuxième moins cher du marché. Voilà. Quand tu as la même cible avec globalement le même produit, si tu es juste 50% plus cher, on était 50% plus cher. Au final, c'est que 10 euros. Hein. Mais pour les gens, pour notre cible de l'époque, c'est-à-dire des mecs à 70%, souvent jeunes, qui veulent faire de la muscu, on n'avait plus la valeur ajoutée et du coup, ils disaient non, mais pourquoi quoi, tu vois. Surtout avec votre patate qui dit j'ai la patate, ça ne marchait pas. Voilà. Donc, en gros, je suis passé tant que j'étais tout seul sur la ville de Troyes, parce que j'étais à la Chapelle-Saint-Luc, donc l'agglomération de Troyes, je suis passé de plusieurs dizaines de contrats par jour pendant 1 an et demi. Donc, pour résumer, on a fait 2950 adhérents en un an et demi, tu vois. Donc, c'était pas mal. Ouais. Et avec presque rien. Et c'était assez facile parce que on arrivait, on était le gros low cost. Bon. Et puis, Basic arrive. Et alors là, je te jure que c'est vrai. Du jour au lendemain, je passe de plusieurs dizaines de contrats par jour à parfois 0 prospect par jour. Tu vois. Et alors, là, tu étais comment à ce moment-là? C'est quoi ta réflexion en tant que dirigeant? La peur, déjà. Franchement, j'étais terrorisé parce que je me dis, parce que, attention, hein, pour monter un fitness park, tu vois, aujourd'hui, il faut à peu près 1,3 million, tu vois, oui, en plan de financement. Tu as des clubs où c'est encore plus déraisonnable. Hein, Honor, c'est 1,8 million en moyenne, tu vois, pour un club qui fait 1500 mètres carrés. Donc, c'est des gros investissements. Il faut les rentabiliser. Et toi, tu te fais un prévisionnel sur la base d'une étude de marché.
à un instant T, avec une structure concurrentielle à un instant T. Mais si elle est bouleversée parce que tu as 1, puis 2, puis 3 basiques qui arrivent et qui t'entourent et qui te coupent le flux parce qu'ils vont à des endroits stratégiques pour couper le flux des prospects, bah là, tu commences à paniquer un petit peu. Et du coup, je connais cette panique parce que, tu vois, que j'entends au téléphone quand j'ai moi-même des prospects, c'est-à-dire des clubs de sport qui m'appellent pour qu'on règle certains problèmes, et bien, notamment de flux de prospects, et bien, ils paniquent. Et alors, tu sais, et là, je fais une petite digression, mais je pense qu'il va t'intéresser. Je suis convaincu que là, il y a des gens parmi ton auditoire qui vont se dire, ouais, mais moi, je m'en fous de Basic Fit parce que je ne suis pas du tout sur le même créneau. Et moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'en fait, ça a bouleversé la totalité de l'univers du fitness pour une raison simple. Quand Basic Fit est arrivé, ils ont forcé le low cost de l'époque, donc qui est devenu le low price aujourd'hui, comme Fitness Park, à s'adapter et à monter en gamme. C'est ce qu'on a fait, hein. C'est ce que Fitness Park a fait. Les réseaux qui ne l'ont pas fait, ils sont en train de battre de l'aile. Tu vois. Bon. Et puis, vu que le low price actuel a fait ça, le mid-market, le middle market, donc tous les petits indépendants qui étaient à 39 balles, 49 balles, eh bien, jusqu'à 59, allez, jusqu'à 50 balles, eh bien, ça les a obligés à monter en gamme aussi. Donc, à embaucher plus, à proposer plus de services, à revoir leur déco, à mettre plus de budget dans la com, bref, à installer une clim, à faire du prêt-de-serviette, tu vois, ce genre de choses. Tout ce qui entraîne un certain nombre de coûts. Oui. Et puis, mais du coup, je ne sais pas s'il y a vraiment le chiffre d'affaires en face parce qu'ils n'ont pas forcément augmenté leur prix. Ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était de monter en gamme pour concurrencer le low price, qui lui-même était monté en gamme. Et puisque le mid-market est devenu un peu plus haut de gamme, voire beaucoup plus haut de gamme, tous les clubs haut de gamme ont été concurrencés aussi par ce mid-market qui est monté d'un coup. Tu vois. Ça a bouleversé en chaîne la totalité du marché. Et donc c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Voilà ma petite digression, mais je suis convaincu que ce que j'ai vécu, énormément de gens l'ont connu ou vont connaître, parce que voilà, Basic Fit a annoncé 800 clubs, ils ont levé 800 millions, enfin ils sont en bourse, ils ont 800 millions de capitalisation. Regarde, ils ont perdu 180 millions enfin, ils ont un résultat négatif de 180 millions là, sur 2021. Bon, ça ne les empêche pas de continuer leur développement, tu vois. Et sauf que face à ça, on est des indépendants ou des franchisés, et on reste des indépendants avec notre propre argent, tu vois. Et voilà. Donc, je pense qu'on est tous concernés par ça. Donc, je reviens en 2015, Basic Fit arrive et il me désosse au niveau des prospects. J'ai peur et je cherche des solutions. Alors, je n'ai pas le réflexe... c'est pas un réflexe idiot, mais c'est un réflexe très compréhensible, un peu automatique, mais qui est une vraie erreur que certains clubs ont, que la plupart des clubs ont. C'est-à-dire, tiens, je vais baisser mes prix. Bon, moi, je ne pouvais pas le faire, j'étais franchisé. Donc, heureusement, parce que même si j'avais été tenté, je n'aurais pas pu. Et certains le font. Mais si tu fais ça, tu ne gagnes jamais face à Goliath. Tu vois, ça te reste plus grand, avec des meilleurs horaires et du meilleur matos. Donc, et si tu baisses et que tu étais par exemple à 39 € et que tu dis tiens, je vais me baisser à 30 € pour concurrencer Basic qui est qu'à 20, non, tu es toujours plus cher. Même si tu étais à 22, tu serais toujours plus cher. Donc la question, comment faire? Comment faire? Je vais te donner des solutions si tu veux. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est augmenter ses tarifs, travailler avec moins de gens et monter en gamme. Mais ça fout la trouille parce qu'on se dit, ah là là, mais les gens, là, ils galèrent déjà quand je leur demande 39 €. Donc, imagine si je leur demande 49 ou 59. J'ai une histoire à te raconter. Là, il y a une personne que j'apprécie énormément qui fait partie des clubs qu'on accompagne, qui s'appelle Vincent de la Réunion. Tachoir. Ouais, tu connais Vincent Tachoir? Ouais. Bon, je l'ai interviewé, de deux, ouais, on a eu l'occasion de faire des formations et tout, donc ouais. Et il m'a parlé de toi aussi, je crois. Ouais, j'espère bien qu'il t'a parlé de moi. Ouais. Mais non, mais moi j'adore ce mec et je le trouve brillantissime. Et en fait, donc, il est à La Réunion, ChronoFit Run. Allez voir ce qu'il fait, c'est fabuleux. Et en fait, Vincent, quand il m'a appelé, il m'a appelé parce que justement un concurrent s'implantait sur sa zone. Et c'était assez marrant en fait. Je me rappelle, c'est la première fois qu'on me faisait ça. Bonjour, on m'a parlé de vous.
je veux m'inscrire à la Fitness Academy. Je dis, bah, c'est gentil, ok, bah, je vais déjà vous parler un petit peu du concept, des tarifs. Non, non, c'est bon, je m'en fous, je viens. Bon, ok, bah, alors, d'accord. Il dit, mais par contre, j'ai une première question. Et alors tout de suite, boum, il enchaîne avec sa question, c'est, j'ai un concurrent qui vient d'arriver sur la zone. J'en avais d'autres, hein, mais lui, il casse les prix. J'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'aligner à ses prix ou est-ce que je dois être en dessous de lui? Je pose 2-3 questions et je me rends compte qu'en fait, il a un boulevard, qu'il est sur un, et surtout, je sens le potentiel du garçon et je lui dis, écoute, on va rebrander complètement ton business et on va multiplier par 5 tes prix. Il me dit, quoi? Mais c'est pas possible. Mais non, tu crois vraiment? Et je lui dis, bah, dans un premier temps, après, on augmentera encore. Et alors, et tu vois, imagine-toi, tu t'appelles un vieux barbu qui dit ça, tu te dis, oh, le mec, il gâtouille, là, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je suis en train de me demander si je dois descendre beaucoup ou vraiment énormément. Et lui, il me dit, non, on va péter, on va exploser ton prix. Et ben, écoute, il s'est rapproché des 1 million ou il a fait 1 million, là? Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Tu m'as spoilé, Andy, tu m'as spoilé. Écoute, en fait, je vais te dire, c'est mieux que ça. Il travaillait à l'époque, c'était un coach dans son club, et il travaillait 70 heures par semaine. Et il faisait 10 000 euros, il faisait 10 000 euros de manière assez irrégulière, un peu une moyenne de 10 000 euros par mois. Et en 1 an et quelques, il est passé à 170 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Par mois, hein. Donc il a dépassé le million. En fait, je crois que son moins bon mois, c'est 130 000. Et là où ça devient magique, c'est qu'il fait ça sur 77 mètres carrés. Je ne sais pas si tu vois, moi, il m'avait expliqué son local et tout. Ouais. Ça doit être la taille de mon salon et de ma salle à manger ou un truc comme ça. Lui, là-dedans, il fait 170 000 balles par mois. Alors qu'à la base, il se demandait s'il devait baisser les prix. Bon, bref, je reviens un petit peu en arrière. Tu as vu, je n'arrête pas de digresser. Mais je trouve ça intéressant, ce genre. C'est plein d'espoir, en fait. Et Vincent, bon, c'est un mec ultra brillant, mais à la base, il n'avait juste pas la bonne méthode, quoi. Et du coup, comment la réflexion, c'est j'ai un club de fitness qui me fait 1500, 2000 euros, 2000 mètres carrés. C'est clair que changer de business model, du coup, ça nécessite peut-être de restructurer les espaces et de repenser le modèle, quoi. Ouais, alors après, ce que tu viens de dire est vraiment exact. Et il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est des modèles qui aujourd'hui seront plus adaptés à des plus petites surfaces. C'est-à-dire que Vincent, aujourd'hui, il facture 89 par semaine, c'est-à-dire 386 euros par mois. Mais attention, ils vendent ça aussi. Là, il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire, ouais, moi, dans ma zone, j'ai pas le pouvoir d'achat. Ils disent tous ça. À La Réunion, il y a 39% de seuil de pauvreté, 33% de chômage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un équilibre systématique. Partout où il y a des pauvres, il y a des riches, toujours. Et même dans le 93. C'est-à-dire que si ça se trouve, je peux te dire que dans le 93, il y a beaucoup d'argent. Et pourtant, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Après, c'est à toi de savoir. Il y a encore des gens là qui vont nous écouter, qui vont se dire, oh là là, mais c'est très élitiste. Moi, je veux être le coach de tout le monde. Ouais, mais ça, le problème, c'est que les salles de sport de tout le monde, c'est Basic Fit, le sport pour tous. Toi, si tu veux t'en sortir aujourd'hui, il va falloir que tu niches et que tu ailles chercher une catégorie de la population, ce qui suppose renoncer à la majorité du reste de la population et devenir l'expert là-dedans. Et c'est le principe de… Si là, tu as une heart attack, un infarctus, si tu as une crise cardiaque, là, tu vas devoir te faire opérer demain. Tu peux aller voir ton généraliste, il va dire, écoutez, moi, parce que je ne sais pas si tu le sais, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, les généralistes ont le droit d'opérer le cœur, hein. Ils ont légalement le droit. Bon, tu peux aller voir ton généraliste, il va dire, bon, ça va me prendre 4 heures, je vais vous faire ça à 100 balles, 150 balles, 300, peu importe, 500, 1000. Bon. Et puis, tu as un super chirurgien qui est spécialisé dans les opérations du cœur, qui va te dire, l'opération, c'est 40 000. J'en sais rien. Tu as le choix. Je ne sais pas chez qui tu vas voir, toi. Tu vas voir le spécialiste qui est très cher, mais tu ne poseras même pas la question. Je vais même te dire, s'il y a un spécialiste
qui te dit l'opération c'est 40 000 et tu as un spécialiste qui te dit non, moi je te la fais à 15 000, on dit je peux t'assurer que tu vas aller voir celui à 40 000. Alors, j'en suis convaincu. On cherche, au contraire, dans ces cas-là, on cherche le meilleur et donc on cherche le plus cher. Parce qu'on fait souvent une corrélation dans notre esprit, un raccourci, qui est le problème, c'est que c'est souvent vrai, entre le coût d'un service et les bénéfices de ce service. Voilà. Donc, il y a fort à parier que tu obtiennes plus de résultats dans un club indépendant où tu vas te sentir bien et où tu auras un coach à chaque séance que si tu vas chez Basic Fit et que tu es livré à toi-même. Il y en a qui ont des résultats chez Basic, mais ça ne convient pas à tout le monde. Voilà. Et toi, du coup, dans ta période 2015, du coup 2022, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Fitness Park? Alors, j'en retiens du positif, hein, mais parce que j'ai fait un petit peu à ma sauce quand même. Hein. C'est-à-dire que je suis comme à l'époque avec Jeff de Bruges, j'étais un franchisé, mais tu sais, comme je t'ai dit, qui n'était pas derrière le comptoir, mais derrière son ordinateur ou avec un téléphone accroché à l'oreille. Bon. Et du coup, c'est ce qui faisait que je gagnais 10 fois plus que n'importe quel autre. Et ben, chez Fitness Park, j'ai fait évoluer, j'ai pas respecté le concept à la lettre. S'ils m'écoutent, ils vont pas être contents, mais bon, je n'étais pas le seul, hein, ceci dit. Mais j'ai fait partie des premiers à ajouter des cours collectifs chez Fitness Park. Aujourd'hui, il y en a partout. Mais parce que je trouvais ça débile de se priver de plus de 50% de la population mondiale, c'est-à-dire les femmes. On avait des clubs à 70% masculins, remplis 70% d'hommes qui venaient faire des biscottos. Bon, ben, moi, j'aimais bien aussi la clientèle des filles qui venaient faire des cours co ou du cardio. Parce que je sais que si j'ai des filles qui viennent faire des cours co ou du cardio, ben, j'aurai encore plus de mecs qui vont venir faire la muscu. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc, il y avait de belles choses. D'un point de vue commercial, c'était nul. C'est-à-dire qu'il a fallu former les équipes parce que, tu sais, on faisait… moi, je me rappelle, en 2015, c'était tellement simple au début, quand on faisait des dizaines de contrats par jour. Quelqu'un arrivait, on disait tiens, bah, vas-y, visite. On lui disait de visiter tout seul. Hein. On dit vas-y, va dans la salle, visite. Et quand tu reviens, je t'inscris, c'est 29,95. Je te jure que c'était ça l'argumentaire de vente. Puis, ça a un peu évolué parce qu'il y a eu un petit peu de concurrence au début. On entendait parler d'un réseau Orange qui arrivait, donc on a commencé à flipper un peu. Alors, l'argumentaire de vente que Fitness Park nous conseillait, c'était l'affiche. On est ouvert de 6h à 23h, on a du techno-gym partout. On liste les caractéristiques, quoi. Ouais. Et là, mais ça ne servait à rien. On embauchait du personnel pour être une affiche. Autant mettre une grosse affiche à l'entrée et ça suffisait, quoi. Et puis, il a fallu à un moment donné comprendre, en tout cas, je crois avoir compris de manière assez précoce, mais il a fallu transformer nos hôtes d'accueil en véritables commerciaux, tu vois, qui savent manipuler les émotions des gens et pour les aider à franchir le pas, les motiver et les faire signer. Parce qu'au démarrage, c'est ça, en fait. Au démarrage de toute l'histoire, c'est un commercial qui t'accueille et qui te motive. S'il n'y a pas ça dans ton club, tu perds des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par an. Et pour ceux qui sont intéressés par la, on va dire, la manipulation bienveillante, quelles sont les choses que tu pourrais apporter, quelques petits tips au niveau vente et tout ce qui est lié aux émotions? Tu vois, tiens, j'en ai une moi, ma préférée, c'est une simple question. Je l'appelle la bombe H. Alors, j'espère qu'elle va vous plaire. Mais c'est tout simple. Alors après, tu sais, moi, je suis formé en PNL et donc, je donne des tips PNL à tous mes clients. Mais là, je ne vais pas te donner un tips PNL, je vais te dire juste cette question que j'adore pour traiter une objection. C'est-à-dire, tu sais, ce moment où tu as quelqu'un qui est ultra réfractaire et qui veut rien, en fait. Il objecte en permanence et dès que tu traites une objection, il fait oui, mais et il te redonne une objection. Bref, il n'est pas motivé, en tout cas, il n'est pas connecté avec ses émotions. S'il était réellement, il se mettrait à chialer et il dirait vas-y, c'est où que je signe. Bon. La bombe H, en fait, c'est dire à la personne, au bout d'un moment, c'est le mettre face à
face à un mur, face à ses responsabilités, et lui dire, Andy, j'entends tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, et est-ce que je peux te poser une question? On est dans le permission marketing, tu vois là. Oui, bien sûr. Eh bien, Andy, si tu fais rien aujourd'hui, t'en seras où dans 10 ans? Et là, Andy va... Et là, moi, je me tais. Hein. Le premier qui parle a perdu. Et donc, Andy va réfléchir. Il va dire, bah ouais, dans une pire situation. Quelle situation? Bah, peut-être je serais mort, ou peut-être j'aurais 20 kilos de trop. Et c'est vraiment ça que tu veux, Andy, ou pas? Ben non. Alors, c'est quoi la meilleure décision que tu dois prendre aujourd'hui pour éviter ça? Bah ouais, c'est m'inscrire. Voilà. Et là, tu continues, tu fais un yes 7 et puis tu signes. En fait, ce petit hack que je te viens de te donner, c'est juste, tu t'en seras où dans 10 ans? C'est de la futurisation, c'est une projection, et la personne est obligée de se projeter, et forcément, elle va voir tout le côté négatif. Elle ne va pas dire « Oh non, moi, dans 10 ans, je serai tout en haut, j'aurai perdu naturellement les 20 kilos que j'ai en trop, ça ira bien. » Non. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de les caresser dans le sens du poil. Et il faut que ton prospect se prenne une claque monumentale, surtout quand il en a besoin. C'est ce qu'il vient chercher quand il vient voir un commercial, c'est ce qu'il vient chercher. Il a besoin d'une confirmation. Bah, je peux t'assurer que moi, je vais lui donner sa confirmation. Et je vais l'aider comme ça. C'est-à-dire qu'il va prendre une claque. Après, on va le faire remonter. Hein, d'accord, on va repartir sur du positif. Mais cette simple question, si tu fais rien aujourd'hui, t'en seras où dans 10 ans? Je te jure que ça peut vraiment beaucoup, beaucoup te servir à la fin d'une vente. Et quel est ton avis du coup par rapport à… Parce que, bon, moi, ce que je te disais en off, quand j'étais manager de club ou autre, bon, avoir des commerciaux, c'était dans les clubs de fitness, on va dire traditionnels ou tout, c'est normal. Dans les plus petites structures comme les nôtres, studio de yoga, de pilates, de fonctionnal, box crossfit ou autre, c'est pas une logique d'avoir des commerciaux. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, déjà, je vais te dire une chose qui va faire hurler au moins 80% des gens qui nous écoutent. Ils vont se dire, mais quel con, celui-là, je ne veux plus jamais écouter. Bon. Alors, je m'en excuse par avance. Écoutez jusqu'à la fin, vous verrez que je ne suis pas méchant. Mais moi, je ne confie pas, ou très peu, très rarement, la vente à des coachs. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, ce n'est pas le même métier. Et souvent, quand on confie la vente à un coach, c'est parce qu'on trouve qu'il est bon coach et on veut le garder, on veut lui filer un 35 heures. Ça marche. Moi, je pense qu'on peut garder un coach à 35 heures et le rentabiliser bien différemment, notamment avec du personal training, du small group training. Enfin, il y a vraiment moyen de l'aider à avoir un job à 35 heures ultra bien rémunéré et où il va vraiment kiffer parce qu'il fait ce qu'il aime. D'accord ? Mais le raccrocher aux branches et lui dire « Écoute, je vais te donner un truc à faire. Bon, j'ai déjà quelqu'un pour les toilettes parce que sinon, c'est ce que je te donnerai à faire. Mais je vais t'occuper à faire quelques relances et à vendre quelque chose alors que tu n'as pas la compétence pour. » Franchement, ça ne sert pas. C'est horrible de faire ça à un coach parce que la plupart du temps, il n'a pas forcément la fibre commerciale. Il n'a pas envie, sinon il aurait fait des études là-dedans. Il serait devenu commercial. Et souvent, je pose cette question. Est-ce que tu demanderais à un commercial de faire un PT ou à un commercial de faire un cours collectif? Je peux t'assurer que moi, si tu me demandes d'aller faire un cours de step, tu ne vas pas être déçu. Hein. Je ne sais pas le faire, ça ne fait pas partie de mes compétences et de mon domaine d'expertise. Par contre, tu me mets derrière ton desk, je peux t'assurer que je vais t'en signer des prospects. Donc, si tu ne demandes pas à un commercial de faire coach, pourquoi tu demandes à un coach de faire commercial? A priori, les gens, dans ces cas-là, se disent « Ouais, mais parce qu'apparemment, commercial, ça doit être un peu plus facile, il suffit de parler. » quoi. Non, non, non. La vente, c'est un art. La vente, ça s'apprend. Ça met des années à se perfectionner. On met des années à se perfectionner. Un bon commercial, il vend des lunettes à un aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Et le coach, il n'a souvent pas envie. Il est plutôt animé par une mission d'aider la personne à se sentir mieux dans sa vie, dans son corps, etc. Alors que le commercial, il peut être animé de cette mission-là, d'accord? Mais souvent, un commercial, et je le dis avec toute la bienveillance du monde, c'est un chien de la casse qui veut gagner de l'argent et qui vendrait son père, sa mère et sa grand-mère pour avoir du pognon.
Moi, j'ai embauché une commerciale de talent qui s'appelle Coralie, qui est encore chez Fitness Park 3. Alors, ils vont tous l'appeler, là, je pense, pour lui proposer du boulot. Mais cette jeune fille, quand je lui ai dit, je crois que c'est elle qui m'avait dit, je ne suis plus très sûr, mais elle vend très, très bien. La commerciale, je lui ai dit, à toi, tu vendrais ta mère, toi, pour avoir de l'argent. Elle me fait, non, moi, je la loue. Ça me fait plus de pognon. Et donc voilà, c'est pas le même mindset à la base, tu vois. C'est pas le même boulot, c'est pas un commercial, il est programmé, il est câblé pour se prendre des mandales toute la journée, pour se prendre des noms, pour se prendre des vestes, pour traiter des objections. Un coach, souvent, il n'est pas armé pour ça. Alors attention, et c'est pour ça que je vous ai dit d'écouter jusqu'à la fin. Je connais des coachs qui sont d'excellents vendeurs. Tu vois, le formateur vente avec qui je bosse au sein de la Fitness Academy s'appelle Guillaume Caprilli. C'est un coach de génie. Il a un des diplômes, je ne sais plus, ils sont 50 en France à l'avoir. C'est une sorte de brevet d'éducateur sportif, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, ce mec, il est ultra bon coach, vraiment, hein, il est fabuleux. Mais en plus, c'est un vendeur hors norme. Donc, c'est possible d'avoir les deux. Et je ne vais pas dire que c'est accidentel, mais en tout cas, ce n'est pas systématique, loin de là. Donc, pour répondre à ta question, dans les petites structures, parce que c'était ça ta question, comment on fait? Eh bien, on commence. Déjà, il faut beaucoup de flux. C'est pour ça que les gens viennent nous voir, c'est pour qu'on leur envoie du flux au niveau du digital. C'est une de nos activités. On leur envoie énormément de contacts, énormément de prospects. Et ensuite, il faut savoir relancer. Il faut que tu embauches quelqu'un pour ça, parce que souvent, les boss, soit ils n'ont pas le temps de le faire, soit ils n'aiment pas, soit ils ne savent pas le faire. Donc, il faut embaucher un commercial qui est bon là-dedans. Ensuite, ce commercial, il va devoir vendre. Et toi, tu n'en as pas besoin tout le temps, et notamment dans les studios de coaching ou dans les studios de pilates, dans les petites structures. Donc, tu vas commencer par du temps partiel. Et puis, si la personne, tu lui envoies du flux et qu'elle les signe, tu vas gagner plus d'argent avec ce temps partiel, que tu pourras peut-être même prendre à temps plein par la suite. Hein. Mais il va te rapporter beaucoup plus qu'il ne va te coûter, et ça, c'est garanti. C'est-à-dire que moi, la plupart des clubs qui arrivent, ils n'ont pas de commerciaux derrière le desk, ou alors ils ne savent pas faire de relance, ou ils vendent très peu, ou c'est des coachs qui le font. Enfin, à partir du moment où ils foutent un commercial derrière le desk, le chiffre explose, la renta explose. Et je peux te dire que le salaire du commercial est largement rentabilisé. Tu conseilles quoi, de le salarié ou un indépendant, une sorte de closer un petit peu comme on voit un peu, ou c'est quoi ta vision des choses? Alors, le salarié, pourquoi pas? Je rappelle deux choses. C'est que la première, c'est que vous pouvez commencer par du temps partiel. D'accord? Normalement, tu dois pas faire un contrat en dessous de 24 heures, à moins d'avoir l'accord écrit de la personne et même sa demande. Moi, je fais signer une demande. Elle demande à faire moins de 24 heures de manière dérogatoire. En ce moment, il y a les alternants, hein, jusqu'à fin décembre. Les alternants NDRC ou RDC pour les licences, ça ne coûte rien du tout. Tu as une aide de 8 000 € et le salaire coûte moins que ça. Et il n'y a pas de charge. Donc, ça fait partie des choses. Aujourd'hui, quand on me dit je ne peux pas avoir de commercial, je dis si, tu peux avoir des commerciaux. Vraiment. Vraiment. Et puis, dernière chose, pensez bien que vous avez une période d'essai de 2 mois. Dans notre boulot, dans notre univers, c'est 2 mois, renouvelable une fois. Ça veut dire que tu as 4 mois pour valider la compétence de la personne et la rentabilité du poste que tu as ouvert. Si ça se trouve, la personne, elle est merveilleuse, mais tu n'as pas assez de flux. Bon, dans ces cas-là, tu vas vite perdre de l'argent. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en me disant, même les petites structures peuvent... tiens, regarde, Vincent de La Réunion qui fait aujourd'hui 170 000 € de chiffre d'affaires. Et voilà l'historique. Je ne sais pas s'il te l'a donné, mais au début, il était tout seul à tout faire. Donc, il vendait pas super bien, un petit peu, hein, il vendait pas trop mal, mais il n'avait pas le temps. Il relançait personne et il n'avait pas de flux. Il est venu nous voir, on lui a envoyé massivement du flux. Il a embauché 2 phoneuses, donc qui font que des relances du matin au soir, qui répondent au tel et qui appellent. Et une commerciale, Cathy, qui a un très bon taux de transformation. Et du coup, voilà, 170 000 balles par mois. Et c'est quoi
Je serais curieux d'avoir ta vision du coup par rapport à… Parce que moi, depuis que, donc dans les années 2000, j'ai vu l'univers du fitness vraiment évoluer. Là, il y a eu forcément une cassure avec ce qui s'est passé avec la Covid. C'est quoi ta vision du fitness dans les années à venir? Comment tu vois un petit peu, qu'est-ce que tu as pu comprendre par rapport à ce changement et puis par rapport aussi aux problématiques des dirigeants que tu accompagnes chaque semaine? Alors, les tendances que je vois, c'est que là, il y a un désamour pour le middle market et franchement, je le comprends. C'est-à-dire que c'est de plus en plus dur d'avoir tu sais, ce cul entre deux chaises, c'est-à-dire tu n'es pas assez bien pour être suffisamment cher et bien gagner ta vie, mais tu ne veux pas être trop cher, donc tu as un prix assez bas. Ça veut dire que, euh, d'ailleurs, il faut que je te parle de l'inflation, on va en reparler, mais le fitness, on est une des rares industries qui n'augmente pas les tarifs. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, ton pain, il coûte plus cher cette année que l'année dernière, tes assurances aussi, ton électricité, je ne t'en parle pas, tout. Ça, c'est sûr. La construction, tes vêtements, tu vas au ciné, c'est plus cher d'année en année. Tout est plus cher. Même le loisir, le bowling augmente, tout augmente, tout. Il y a un truc qui n'augmente pas, c'est les salles de sport. Et pour une raison simple, c'est à cause du low cost qui est arrivé et qui n'augmente pas non plus. Donc, puisque le low cost n'augmente pas, les autres n'augmentent pas parce qu'ils ont peur. Écoute, moi, j'ai conseillé récemment à tous mes clients d'augmenter leurs tarifs. On a mis en place un process pour que ça se passe très, très bien. Et ça se passe très, très bien. Et en fait, si tu veux, du coup, c'est un podcast, donc je ne pourrais pas te le montrer, mais je pourrais te le montrer à toi si tu veux. J'ai un tableau qui montre que juste si tu avais augmenté au rythme de l'inflation depuis 2010, 2009, tu vois, non, peut-être un peu après, bref, on serait, en partant de 39 euros, tu devrais être à 46,06 euros. C'est-à-dire que si tu es parti il y a un peu moins de 10 ans de 39 euros et que tu n'es pas à 46 aujourd'hui, tu perds juste de l'argent à cause de l'inflation. C'est-à-dire que si tu te maintiens, ça veut juste dire que tu augmentes tes prix au niveau de l'inflation. T'imagines? Et nous, on fait même pas ça. C'est un peu comme, moi je m'intéresse un peu aux finances personnelles ou autres, c'est comme garder son argent sur un livret A qui est à 0,5 alors que l'inflation est au-dessus de un ou autre. Tu crois que tu gagnes de l'argent, mais en fait, tu en perds tous les ans, quoi. Tu perds déjà de l'argent. Et là, tu vois, juste pour info, 2022, l'INSEE a projeté un taux d'inflation de 4,2 ou 4,6, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 4,2. Ça veut dire que juste cette année, tu vas perdre 4%. Et ça impacte énormément ton pouvoir d'achat. Et toi, en tant qu'entreprise, tu galères parce que tout est de plus en plus cher. Les salaires augmentent, les charges augmentent, les charges salariales augmentent, tout augmente. Il y a un truc qui n'augmente pas, c'est ton prix. Franchement, c'est complètement con parce qu'en plus, la plupart de nos clients le comprendraient. Et parfois, tu sais, regarde, je vois, il y a des gens, par exemple, qui ont des prix à 39 euros. Et je pense à un boss, là, il y a quelques années, qui me dit, moi, j'ai 2000, enfin, il avait 1800 adhérents. Mettons, on va arrondir à 2000, d'accord? Il avait 2000 adhérents et puis il était à 39 euros. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas à 39,95? Il me dit, ouais, tu sais, ça fait un peu commercial. Et puis bon, c'est 95 centimes, quoi. Je dis, oui, 95 centimes. 95 centimes, on va dire, on arrondit aussi à 1 euro pour aller. Ça veut dire que tu perds 2000 euros par mois. Tu es à 2000 adhérents fois ton euro en moins, là. Et alors que l'élasticité prix dans la tête des clients, je te jure que tu sois à 39 ou à 39,95, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que tu perds 24 000 balles, donc à peu près 20 000 balles, tu perds à peu près 20 000 balles hors taxe par an. Et là, il me dit, tu es en train de me dire que là, si j'augmente de 95 centimes, je prends 20 000 de plus par an. C'est exactement ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Pour la même élasticité prix. Et en fait, alors après, il y en a qui sont à 39, 95 déjà et qui disent, ouais, mais moi, je ne me vois pas passer à 42, à 44, à 49. Eh bien, c'est une erreur encore. C'est-à-dire que, je n'ai pas vu l'état de leur club, mais je t'assure que de toute façon, ils sont déjà
ils sont déjà les deuxièmes moins chers du marché, voire les troisièmes, quatrièmes, cinquièmes. Ils sont déjà plus chers que d'autres qui sont moins chers. Ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. C'est-à-dire que dans la tête des gens… comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est soit être le moins cher ou soit après voilà, et essayer de grimper dans l'échelle. En tout cas, c'est ma vision des choses, quoi. Ben, complètement. Et parfois, il vaut mieux travailler avec moins de gens, tu vois, ce qui veut dire avoir moins de masse salariale, potentiellement avoir des moins gros locaux et pouvoir sous-louer une partie des locaux, bon, peu importe. Mais il vaut mieux travailler avec moins de clients, mais travailler avec des clients qui payent mieux. Au passage, plus tu vas augmenter tes tarifs, en plus, moins tu auras d'impayés, par exemple. Tu vois. Bref, c'est assez vertueux d'augmenter ses tarifs. Mais ça fait peur parce que ça ne fait pas partie de notre univers. Et ben, il est temps que ça change, en fait. Il est temps que là, tous les clubs de France augmentent leurs tarifs parce que c'est juste intenable. Tout augmente sauf eux. Ils sont condamnés à être le commerce de la ville qui n'augmentera jamais. Ils sont condamnés à être les seuls à gagner de moins en moins d'argent. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué de se maintenir au niveau du chiffre d'affaires, enfin, je veux dire, du nombre de clients. Mais alors, en plus, même à chiffre d'affaires égal, ils auront une rentabilité en berne. Impossible de se condamner à ça. C'est déraisonnable, en fait. Donc, Cédric, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Il y a énormément d'espoir. C'est-à-dire que là, tu vois, juste avant de faire ce podcast, j'étais au téléphone avec un de mes clients qui nous a rejoints depuis le mois de septembre. Et il m'a dit, moi, je ne serais juste plus là aujourd'hui. Lui, il a augmenté ses tarifs. Il a mis en place un service premium avec du PT. Tu vois, il est passé… tu sais, avant, il présentait traditionnellement, il y a des formateurs qui proposent ça, c'est un peu nul, mais ils proposent… Enfin, c'est un peu daté. C'est pas nul, c'est daté. Ça veut dire qu'avant, c'était bien. Aujourd'hui, il y a mieux à faire. Mais traditionnellement, ils disent, voilà, il y a avec engagement, sans engagement. Tu vois. Bon, et du coup, les gens, tu rajoutes 10 balles sur le sans engagement, les gens vont prendre massivement celui avec l'engagement. Ça aussi, tu vois, c'est une tendance qui est grandissante, le sans engagement. On va en reparler, enfin, ou pas. Et alors qu'il y a mieux à faire. Tu peux aujourd'hui proposer une offre de base avec engagement, et puis face à ça, un produit premium, par exemple, à 197 € par mois avec un PT par semaine. Tu vois. Et tu vas signer peut-être 10% de tes clients avec ça. Mais au final, à la fin de l'année, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et au passage, c'est beaucoup plus simple même de vendre tu vois, l'effet de contraste dont justement parle Robert Cialdini dans son livre. Tu vas pouvoir vendre plus facilement ton offre à 49 parce que comparé avec l'ancrage à 197 et avec ce qu'on appelle l'effet de contraste, c'est un biais cognitif, les 49 vont paraître tout petits. Donc, tu la vendras beaucoup plus facilement, en fait. Donc, c'est ultra vertueux de présenter ça, de présenter deux offres comme ça. Et lui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est passé de je vais être éclaté au sol à cause du Covid à aujourd'hui, j'ai des wagons de prospects, je sais les traiter, et en plus, j'ai une offre en face. Enfin, bon. Donc, oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir. Aujourd'hui, moi, je vois que des clubs qui performent au quotidien, en fait. Sauf accident, c'est-à-dire des clubs, tu leur donnes une méthode et ils ne l'appliquent pas, ou pas encore, parce que ça prend du temps aussi de changer. Tu vois, c'est une question de mindset avant tout. Parfois, la psychologie du succès, tu ne l'as pas encore. Tu es dans un cost mindset. C'est je dois fermer toutes les écoutilles, j'ai peur, je dois me recroqueviller sur moi-même et arrêter les dépenses marketing. En fait, si tu regardes bien, pendant le Covid, il y a des marques qui n'ont jamais autant communiqué que pendant le Covid. Elles avaient beaucoup d'argent, mais c'est ce qu'elles ont fait. Et c'est en période de crise que tu dois augmenter tes dépenses marketing pour être encore plus visible, encore meilleur. C'est à ce moment-là que tu dois redoubler d'efforts, en fait. Tu ne dois pas, au contraire, tu ne dois pas te recroqueviller, tu vois, te protéger dans ta coquille, quoi, ça. Parce que tu vas décliner petit à petit. C'est la stratégie de l'étouffement, ça. Un jour, tu vas mourir, tu vas arriver au tribunal de commerce, ça aura été progressif et tu ne l'auras pas vraiment vu venir, ou si depuis longtemps, mais ça sera, tu sais, ça te paraissait loin. Alors que là, en fait, il y a une autre façon de voir les choses, quoi. Tu peux aussi être en conquête. Et il faut être en conquête aujourd'hui. Moi, je crois, mon cheval de bataille, c'est le coaching. Je crois beaucoup justement à l'accompagnement et à amener, tu parlais de premium, apporter beaucoup plus de valeur aux clients. Quelle est ta vision là-dessus? Tu vois, je t'en ai parlé depuis 5 minutes, mais bien sûr, moi aujourd'hui, un club qui ne propose pas qui n'a pas un produit premium à proposer à ses clients perd de l'argent. On sait que
tu as à peu près 10% de ta clientèle qui est prête à te donner 3 fois le prix que tu lui demandes, bon, de ton prix de base. Donc, c'est quand même con de ne pas avoir un truc à lui vendre. Tu vois. Et le PT, ça fait partie des choses qui sont, alors j'allais dire faciles à vendre. Si tu es bien formé, l'autre jour, tu vois, j'ai fait paraître un sondage qui m'a vachement fait peur. Mais je suis prêt à en discuter avec toi, tiens, c'est intéressant. Le sondage, c'était soit tu as un club un peu éclaté au sol, avec, comme disent les jeunes, avec un service de coaching médiocre, pas, tu vois, pas une très belle déco, mais médiocre, c'est pas nul, c'est pas merveilleux. Par contre, tu as des bêtes de commerciaux, c'est des pitbulls qui lâchent rien et qui vendraient des lunettes à des aveugles. Ou alors, tu peux avoir le contraire, c'est-à-dire, enfin l'inverse, c'est-à-dire tu peux avoir des commerciaux nullissimes, genre, enfin médiocres, quoi. Donc, médiocre, ça veut dire nul, hein, pour les commerciaux, pour moi. Mais par contre, tu as le meilleur club de la région, avec des coachs comme ça, des process, du suivi, c'est fabuleux. Tu peux avoir l'un ou l'autre, tu choisis quoi, Andy? Je crois que j'avais répondu à ça. C'est un choix délicat, mais Et je crois qu'on n'était pas d'accord. non. Moi, Ah si, toi, tu avais dit je veux les deux, ou pourquoi choisir? Non, c'est pas un truc comme ça. ouais, pourquoi choisir? Après, c'est sûr que l'un ne Ben, va pas c'est sans l'autre, hein. le jeu. Tu en parles depuis 1 heure maintenant. C'est clair que le produit, c'est important. Les produits, moi, je suis fan d'Apple. Les produits Apple sont exceptionnels, mais sans le marketing d'Apple, sans tout ce qu'ils font à côté, ça ne serait pas Apple. Donc, après, j'ai toujours entendu dire que il fallait mieux avoir une force commerciale parce que au moins tu peux vendre quelque chose et même un excellent vendeur pourra vendre un produit de merde. Et donc, il faut mieux si on veut faire des ventes. Après, au niveau rétention, fidélisation, ce ne sera peut-être pas ça. Mais je pars du principe que, voilà, comme tu l'as dit, pour moi, le nerf de la guerre, et on le voit, hein, moi, quand j'ai commencé dans le coaching et tout, et par rapport à nos formations, on n'était pas formé en vente. Donc, tu vois, la difficulté, et je pensais très simplement qu'en étant un bon sportif, en étant un bon coach, j'allais avoir du succès. Bon, ben voilà, la plupart, on se plante parce que voilà, il nous manque une brique. Et un technicien, en fait, je suis bon dans le côté technique. Le seul souci, c'est qu'un business, devenir entrepreneur, enfin, ou entre guillemets solopreneur, si on démarre un business, il te manque en fait le levier le plus important pour développer une boîte, hein. Donc, En fait, si tu es le meilleur coach de la Terre, mais que personne ne le sait, ça ne sert à rien. Et tu vois, j'écoute de temps en temps Franck Nicolas, que je trouve assez percutant sur cette. Tu vois, il a des punchlines que j'aime beaucoup. Et l'autre jour, il a dit un truc qui m'a. Ah, tu vois, ça a résonné. Il a dit McDo, ce n'est pas eux qui font les meilleurs hamburgers, mais c'est eux qui en vendent le plus sur Terre. Et c'est vrai. Et du coup, et c'est vrai, hein, McDo, je ne suis pas allé depuis un bout de temps, mais c'est globalement dégueulasse, quoi. Et ils n'ont pas le meilleur produit, tu vois. Tu peux trouver 1000 hamburgers meilleurs que les leurs. non, le mien. C'est quoi? Le mien. Le tien, oui, voilà. Je pourrais te faire un bon burger, mais ouais. Non, mais tu as raison. Burger. Tu as raison. Et, ouais. Et pourtant, leur succès, au final, on ne peut pas le démentir. C'est la première boîte de restauration, et puis voilà. Mais par contre, leur produit est dégueulasse. Donc, je ne suis pas en train de dire, et je précise, hein, c'est important, c'est un disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger son produit. Nous, on travaille au quotidien pour monter son produit, avoir des produits premium, etc., bien entendu. Mais je dis, attention, la chose à ne pas négliger, c'est la performance commerciale. Pour une raison simple, on est des commerçants, il ne faut pas l'oublier. Donc, un commerçant, la première compétence, c'est la vente. C'est le commerce, c'est la vente. Et ça, on l'oublie. Et c'est pour ça aussi que le bas blesse quand certains techniciens qui sont très bons se lancent dans ce business, parce qu'ils négligent ça. Ou alors, parfois, ils sont convaincus d'avoir le niveau suffisant. Mais non, vraiment. La compétence commerciale, elle s'acquiert, ce n'est pas inné. Certains l'acquièrent plus vite que d'autres, et ensuite, elle se travaille au quotidien et de manière hebdomadaire.
Ouais, alors je vois que l'heure tourne, donc je vais me dépêcher, même si j'ai encore plein de questions. Je t'avais Euh, prévenu hein, que j'allais être bavard. non, mais c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'apprends plein de choses, donc c'est génial. Comment tu as-tu fait du coup avec Fitness Academy pour accompagner du coup les dirigeants, en sachant que moi, je pense qu'il y a trois leviers. Enfin, en tout cas, dans mon business, moi, ce qui est important, c'est l'acquisition, la conversion et puis la livraison, donc le produit. Quelle est ta vision par rapport à ça et comment toi, tu accompagnes les dirigeants de ce côté-là? Alors, en fait, notre premier métier, on est une agence de marketing digital. On est connu pour ça et on le fait plutôt bien, je crois, enfin j'espère. Et notre rôle à nous, c'est d'envoyer des wagons de prospects dans les clubs de nos clients. Voilà. Et on le fait. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on envoie des wagons de prospects physiquement dans les clubs. Ils n'ont plus qu'à les signer. À travers quoi? Publicité, AdWords, Facebook, Insta, enfin, toutes Voilà. les… Tout ça, tout ça, et on crée des tunnels de vente, bien sûr. Et ensuite, c'est du marketing digital. Dans le marketing digital, souvent, les gens disent ah, bah, j'ai essayé par moi-même, ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'en fait, Bah, une nouvelle, enfin, excuse-moi de te couper, mais ouais, une nouvelle fois, c'est comme le poste de commercial. On peut bidouiller le business manager, mais à un moment donné, il y a des mecs qui font ça tous les jours, quoi. Et puis en plus, le problème avec Facebook, c'est ça change aussi toutes les semaines leur système. ouais, c'est Et ça. donc, c'est un vrai métier, quoi. Et c'est là où ça devient complexe. Alors, je pense que pour un business type centre de fitness, je pense qu'à un moment donné, il faut s'armer. Quand on est, là, je parle pour les coachs qui nous écoutent, qui démarrent, entre guillemets, solopreneurs et tout. Oui, certes, il faut un peu bidouiller, il faut avoir un peu de toutes les casquettes, mais à un moment donné, il faut comprendre que chaque activité développe, enfin, s'il y a des agences digitales, c'est un métier, quoi. En fait, tu sais, quand tu regardes bien un mec comme Steve Jobs, qu'est-ce qu'il savait faire? Techniquement, c'était un naze. Hein. C'est-à-dire qu'il était incapable de produire les produits qu'il a vendus par la suite. Mm, Par mm. contre, il était plutôt bon pour les pitcher, mais il était surtout bon pour être visionnaire. Notre première, notre première euh, comment dire, notre premier rôle en tant que chef d'entreprise, c'est la vision, c'est de rêver, déterminer des objectifs. C'est ça notre rôle à nous, tu vois. Et lui, il était bon pour ça. Il savait, sa deuxième compétence, c'était savoir s'entourer. Très vite, il a trouvé un gros barbu qui pouvait lui faire ce qu'il voyait dans ses rêves. Puis, il a embauché d'autres gros barbus. Et puis, et il a monté un empire. Tu vois, Mm. notre rôle à nous, c'est pas. Je vais aller plus loin. Hein, c'est bien sûr de ne pas faire les toilettes, mais il y a des boss qui font les toilettes. C'est même pas de faire le PT, parce que tu trouveras d'autres coachs qui seront meilleurs que toi ou simplement peut-être aussi bons, peut-être un peu moins bons, peu importe, mais qui te permettront de faire d'autres choses, tu vois, de mettre en place des nouvelles offres, des nouveaux produits, de développer et de monter un deuxième club. Bref, il vaut mieux. Tu vois, j'ai un ami qui s'appelle Christophe, on l'appelle Christophe le fitness millionnaire. Bon, il a monté, là, il est à 42 clubs en France, en Espagne. Bon, chaque club gagne entre 1 et 2 millions d'euros de BE, de d'EBITDA, je ne sais plus l'un ou l'autre. Mais... Donc, il gagne énormément d'argent. Et pourtant, quand tu vas dans ces clubs, ce n'est pas dingue. Le produit est juste ce qu'il faut, les vendeurs sont juste ce qu'il faut, mais lui, il a une autre stratégie. C'est qu'il se développe très, très vite. Ensuite, dès que ça arrive à maturité, il revend pour pouvoir en monter 3. Et en fait, il joue au Monopoly. Bon. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu l'interviewes d'ailleurs. Ah oui, avec plaisir, oui. Je ne suis pas sûr qu'il se prête au jeu, mais en tout cas, il est extrêmement talentueux pour ça. C'est-à-dire que, et un jour, il m'a dit une phrase, il m'a dit, tu sais, il vaut mieux avoir 10 clubs qui tournent à 80% de leur potentiel qu'un club qui tourne à 100% du sien. Ouais, loi de Pareto un peu. Et l'idée, si tu veux, c'est… alors après, bon, moi, je ne suis pas forcément là-dedans. J'accompagne des clubs pour les aider à atteindre 100% de ce potentiel, mais en mettant en place des process qui leur permettent de se dégager du temps, de sortir du club. Tu vois, regarde, il y a certains formateurs que tu connais peut-être qui vont te promettre des Porsche, des Rolex, des machins, des trucs. Bon. Mais moi, je ne promets pas ça, en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que mes clients, ce qu'ils veulent, ce n'est pas gagner 1 million. Ils ne veulent pas des millions. Alors, si on leur donne, ils les prendront. Mais ils ne veulent pas gagner des millions. Ce qu'ils veulent, c'est gagner 3 000, 5 000 balles nettes par mois et pouvoir profiter de la life avec leurs enfants. Pouvoir s'acheter une piscine et les emmener à Bora Bora de temps en temps.
tu vois, être heureux. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et vivre de leur club, de leur passion. Et sortir du club. Ils veulent du temps libre. Ils n'en peuvent plus de travailler 60 heures par semaine, tu vois. Bon, voilà. Et donc, pour continuer à répondre à ta question d'il y a 2 minutes, parce que je digresse en permanence, on a donc cette agence de marketing digital qui envoie des prospects dans les clubs. Ensuite, on est formateur. On est agréé par l'État, on est certifié Calliope. Et donc, on apporte une formation aux dirigeants de clubs de sport qui couvre toutes les facettes du métier, que ce soit le positionnement, la prospection, la vente, la fidélisation, le pilotage financier de l'entreprise, le management et la psychologie du résultat. Donc, en fait, on va vraiment couvrir énormément de choses. Ça, tu vois, alors on le fait dans le cadre de séminaires en live, on a des Zooms, on a un espace formation en ligne, bon, voilà. Mais comme toute formation, si ça reste dans un tiroir, ça ne sert à rien. Donc, on la met en œuvre grâce à un business coaching. Donc, tu vois, dans mon équipe, j'ai une business coach et bientôt 2 qui sont là pour t'aider à déterminer tes objectifs, à traduire ça en plan d'action et à transformer ce plan d'action en action. Et donc, les actions en résultats. Et tu as des boss qui ont multiplié par 6 ou 7 leurs revenus personnels grâce à ce coaching. Tu vois. Bon, puis le reste de notre activité, c'est les mettre en lien sur des groupes WhatsApp et dans des lives en présentiel. C'est-à-dire, il y a une communauté. Tu n'es plus tout seul dans ton business. Là, nous, on accompagne à peu près 120 clubs. Et il y a de manière permanente. Et donc, c'est une petite famille. Et quand toi, tu as un problème, tu n'es plus seul à avoir un problème. Tu as 120 cerveaux qui vont t'aider à réfléchir dessus et à trouver une solution. Certains sont déjà passés par là et peuvent te donner des tips. Et puis en plus, donc, aujourd'hui, on édite des applications pour le fitness, notamment pour aider il y en a une qui s'appelle Pepper. Je te souhaite de la découvrir un jour. C'est une application qui te permet d'organiser tes relances. Ça permet au boss de savoir si les relances sont faites, si elles sont bien faites. Ça permet de ne plus jamais oublier personne. Il y a des choses qui sont faites en automatique. Bref, il faudrait vraiment je peux t'en parler pendant 1h30, hein, donc j'arrête là. Mais c'est comme ça qu'on accompagne les boss du fitness de A à Z. On les prend à un point où parfois ils arrivent chez nous, ils sont mal en point, ils sont en redressement judiciaire. Et 1 an, 2 ans après, ils montent leur 4e ou leur 5e club en plein Covid, en fait, et ils s'en foutent. Voilà. Excellent. Et qu'est-ce qui t'anime, toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Alors, tu vois, autant je t'ai parlé du côté du lucre et du côté lucratif du fitness à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus ce qui m'anime déjà parce que j'ai moins besoin d'argent qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, ce qui m'anime avant tout, c'est, tu sais, je t'en parlais tout à l'heure, ce sentiment de panique que j'ai connu et que j'entends encore dans la voix des boss qui m'appellent. Je ne veux plus l'entendre. C'est-à-dire que j'en ai marre de voir Moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est aider un boss du fitness à se sentir serein dans sa vie, à pouvoir se sentir fier, emmener sa famille à l'autre bout de la terre. Et je me sens fier de ça, tu vois, d'aider des boss à sortir d'une misère. Franchement, on sous-estime vraiment la situation. 80% des boss aujourd'hui ne gagnent pas d'argent, se demandent si leur club va tenir. Enfin, c'est horrible d'être dans cette tête-là, tu vois. Moi, j'aimerais pas être dans leur tête, quoi. Et donc aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est aider ces gens-là, c'est sûr. Et quel est le message que tu pourrais transmettre à tous les professionnels du fitness, que ce soit des patrons de clubs, des propriétaires de studios, box ou des coachs indépendants? En fait, le message que je leur... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est bien sûr qu'il y a un espoir. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore arrivé à sortir de votre club et à gagner de l'argent avec votre club, quand je dis gagner, c'est avoir la vie que vous méritez et gagner, en fait, avoir le niveau de vie que vous voulez avoir. C'était votre rêve originel, quoi. C'est-à-dire avoir de l'argent, de l'indépendance, de la fierté personnelle, ce genre de choses. Et c'est juste parce que vous n'appliquez pas la bonne méthode. Voilà. Et en fait, je sais très bien, beaucoup vous l'ont promis, hein, et beaucoup vous le promettront encore, mais il existe des méthodes différentes. Et si vous appliquez toujours les mêmes méthodes, vous aurez toujours le même type de résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous faut une rupture.
Et la rupture, souvent, c'est nous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé. Certains n'aimeront pas ma tête, ma voix, ça peut se concevoir. Mais en tout cas, faites-vous accompagner parce que si vous êtes tout seul dans votre tête, vous ferez toujours la même chose et donc toujours les mêmes erreurs, quoi. Et vous saisirez toujours pas les mêmes opportunités toute votre vie. Voilà. Donc, je dirais ça. Je dirais oui, vous pouvez le faire, mais différemment probablement. Et même ceux qui vont bien pourraient aller extrêmement bien. Moi, qui lis beaucoup de choses ou qui écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs à succès, même avec le succès, ils sont toujours mentorés, coachés, parce que le fait d'avoir un regard extérieur à ton business, même si toi, tu es compétent en soi, il y a des fois quand tu es focus et la tête dans le guidon dans ta propre activité, tu ne vois même pas les choses évidentes, quoi. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, en fait, cette chose-là. Ouais, et puis après, quand tu comprends ça, tu deviens un peu addict à ça. Moi, je me fais encore coacher, hein. Je travaille avec un coach qui s'appelle Boris Amiot et que je trouve exceptionnel. Et il m'aide à me dépasser en permanence, tu vois. Mm-hmm. C'est super important. C'est-à-dire que, tu sais, Tiger Woods avait un coach qui jouait moins bien au golf que lui, c'est pas grave. Sans son coach, il serait jamais devenu Tiger Woods. Mm-hmm. Michael Jordan avait un coach qui était moins bon que lui, mais c'est pas grave. Sans son coach, il serait jamais devenu Michael Jordan. Enfin, il serait jamais devenu celui qu'on connaît. Et en fait, à un moment donné, regardez tous les grands hommes de ce monde, ils avaient, ou les grandes femmes, en tout cas, été accompagnés systématiquement par quelqu'un. Est-ce que pour finir, est-ce que tu aurais un ou deux livres à nous qui t'ont beaucoup inspiré ou que tu donnes tu donnes à tes collaborateurs ou à tes clients ou autres qui t'ont inspiré dans ta vie entrepreneuriale? Je n'avais pas préparé cette question. D'ailleurs, je n'en ai préparé aucune parce qu'il n'y avait pas de question en fait. Non, il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question. Franchement, alors là, ça va être prétentieux parce que je vais vous conseiller de lire le mien, Fitness, Argent, Succès, que je trouve être un bon ouvrage qui va vous donner une partie de la méthode, bien sûr, pas tout. Moi, j'ai été beaucoup impacté par les livres de Timothy Ferriss parce qu'il donne beaucoup d'outils pratiques. Moi, je suis un gars très pragmatique, en fait. J'aime bien la théorie, mais j'aime bien quand c'est directement applicable, tu vois. Par exemple, les outils des géants, j'ai beaucoup aimé. Oui. Mm-hmm. Tu l'as lu aussi, probablement. Ouais. D'une manière générale, tu vois, la semaine de 4 heures, alors, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit vraiment. Et j'ai compris l'outsourcing. Je l'ai traduit en délégation, la délégation extrême, tu sais. Mm-hmm. Et du coup, aujourd'hui, au lieu de me demander comment faire les choses, je me demande systématiquement qui peut faire ça à ma place. Souvent, mieux d'ailleurs, mieux que moi. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je ne t'ai pas donné l'historique complète parce que j'ai digressé encore, mais quand Basic Fit est arrivé et qu'ils m'ont pris tout mon flux de prospects, il a fallu que je réagisse. C'est le digital qui a été mon salut. Et au début, j'ai tâtonné, je l'ai fait moi-même. J'ai lu des dizaines de livres. J'ai acheté des formations qui m'ont coûté une blinde. Ça m'a coûté très cher en temps, en énergie, en argent. Et puis, j'ai commencé à avoir des résultats, puis un peu plus, puis un peu plus. Bon, bref. Et au bout d'un moment, il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Céline qui m'a dit « Tu ne veux pas le faire chez moi ?» Enfin, ils étaient plusieurs, des boss qui voyaient ce que je faisais et qui disaient « Tiens, tu ne voudrais pas le faire chez moi ?» Je disais « Non, je ne suis pas sûr. » Bon, j'étais un peu timide. Et puis, je n'étais pas sûr que ça marche chez eux aussi. Tu vois, j'avais des croyances limitantes par rapport à ça. Et puis, un jour, Céline m'a convaincu de tester. Et puis, ça a été un carton plein. Puis, un deuxième boss, ça a été un carton plein, ainsi de suite. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, je ne touche plus au digital. Parce que comme tu te disais tout à l'heure, moi, je suis devenu un vieux monsieur barbu obsolète. Et tu ne disais pas ça, et tu as eu raison. Je ne me serais pas permis, voyons. mais tu vois, moi, les règles de marketing, elles sont intangibles. Mais les règles du digital, elles changent. Les règles de Facebook changent, notamment. Et donc, et puis tu vois, Facebook, bientôt, ce sera fini. C'est-à-dire qu'il faut déjà entamer la mutation vers TikTok. Bref. Mais c'est encore un peu trop tôt. Donc, on est en train de préparer tout ça. L'après-Facebook, tu vois, qui décline, qui est encore le premier réseau social mondial, hein, mais qui décline. On sera dans le métaverse bientôt, donc…
Bon, me lance pas là-dessus, on dit s'il te plaît. Mais du coup, tu vois, j'ai embauché un premier jeune, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, on est 16 dans la Fitness Academy, tu vois. Donc, ils sont tous meilleurs que moi. Voilà. Et on doit s'entourer de gens meilleurs que nous. Excellent, parfait. Comment on peut faire si on est intéressé du coup Fitness Academy ou .fr, ou je suppose on regarde sur Internet, comment on fait? Alors, ouais, c'est fitness-academy IE à la française.fr. C'est ça, fitness-academy IE.fr. Mais sinon, on peut m'appeler aussi. Hein, je suis une personne normale avec un téléphone. Et du coup, mon téléphone, c'est 06 67 51 69 40. Mais vous le retrouvez sur le site. Globalement, tu tapes Cédric Robtin sur Internet, tu me retrouves à peu près partout. Ok, super. En tout cas, merci à toi, merci de cet échange. Je te souhaite plein de belles choses et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, non pas via Zoom, mais physiquement bientôt. Avec grand plaisir. Le prochain séminaire de la Fitness Academy, j'espère, et tu vois là c'est une exclue, j'espère pouvoir l'organiser au sport d'hiver le prochain. Donc pourquoi pas t'inviter et tu pourrais venir, ça pourrait être intéressant. Avec plaisir, avec plaisir. Bon. Merci Cédric en tout cas, merci à tous. Pensez à mettre un avis 5 étoiles, un petit commentaire et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.